Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h37, notre invité ce matin, Aurore Bergé, ancienne ministre, députée Ensemble pour la République des Yvelines. Aurore Bergé, bonjour. Merci d'être avec nous. France-Israël au Stade de France jeudi soir. Évidemment, Emmanuel Macron y sera, on l'a dit, répété, Michel Barnier aussi, Bruno Retailleau, Nicolas Sarkozy. Quel message enverront-ils et envoient-ils en allant au match ? Ce qui serait incroyable, et ce qui a été incroyable, c'est que certains demandent l'annulation de ce match. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a besoin de 4000 forces de l'ordre pour sécuriser un match de foot. Tout simplement parce que Israël est l'une des deux équipes engagées dans ce match. Oui. Et ça dit beaucoup à la fois sur la montée de l'antisémitisme, que toutes nos démocraties connaissent depuis le 7 octobre. On l'a vu de manière extrêmement violente et même insupportable à Amsterdam, où des personnes ont été lynchées, pourchassées parce que juifs. On a des gens qui ont dû hurler dans la rue « Je ne suis pas juif, je ne suis pas juif » pour espérer ne pas être lynchés. C'est ça qui s'est passé quand même au cœur d'une des grandes démocraties européennes. Donc moi je pense que la France a raison évidemment de dire qu'il est hors de question que ce match n'ait pas lieu, et a évidemment raison de le sécuriser. Je pense que c'est un message important, que les plus hauts responsables politiques dans notre pays y aillent pour montrer à la fois leur soutien à l'équipe de France, puisque l'équipe de France est engagée, mais surtout montrer qu'évidemment jamais on ne doit faiblir sur l'antisémitisme. Aurore Bergé, très bien, mais de leur côté, les autorités israéliennes déconseillent à leurs ressortissants d'assister au match. La France est-elle un pays dangereux ? Non, la France n'est pas un pays dangereux. Mais on a l'impression, en entendant ça, qu'Israël considère que la France est un pays dangereux. Je pense que ce qui se passe, c'est que vous avez eu les images que vous avez eues à Amsterdam, et donc il y a une forme de mesure de protection qui est envoyée par l'État israélien à l'égard de ses ressortissants. Malheureusement, dans toutes nos démocraties, c'est ça qu'il faut bien avoir en tête, c'est que depuis le 7 octobre, il y a quelque chose de malade dans nos démocraties, pour que, au lieu d'avoir eu un mouvement général d'empathie, alors qu'on a des centaines de personnes qui ont été sauvagement assassinées par des terroristes le 7 octobre en Israël, on ait eu à l'inverse une vague d'antisémitisme. C'est ça qui s'est produit. Donc ça suppose un réveil collectif, pas juste de quelques politiques. Aurore Bergé, je comprends très bien ce que vous dites, mais aujourd'hui, l'empathie est-elle possible quand on voit le comportement de l'armée israélienne, quand on voit qu'au gouvernement, un ministre d'extrême droite dit avoir l'intention d'annexer la Cisjordanie ? Je pense qu'il ne faut pas mélanger les choses. Et le problème, c'est que beaucoup prospèrent sur cette confusion. On peut être Mais qui l'entretient, la confusion ? Pardon, à la fois le Hamas, le Hezbollah et tous ceux qui les soutiennent, mais aussi le gouvernement israélien. Je parlais de responsables politiques ici qui entretiennent la confusion. On peut évidemment être particulièrement critique à l'égard du gouvernement de Benyamin Netanyahou. Et ceux qui sont les premiers critiques à son égard, ce sont les Israéliens. Les Israéliens qui manifestent, qui se mobilisent, qui veulent des élections anticipées. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ils l'avaient, avant le 7 octobre, fait renoncer à des réformes politiques, notamment sur la question de l'indépendance de la justice. Donc les premiers à s'opposer finalement à lui, ce sont les Israéliens. Et donc on peut avoir toute la critique que l'on souhaite. On est totalement libre de critiquer un gouvernement. Mais là où il y a toujours une différence, une singularité qui persiste vis-à-vis d'Israël, c'est que certains en viennent à délégitimer son existence même. Et c'est là où ça devient antisémite. Et c'est là où il faut que nous, on se dresse. Regardez la situation des femmes en Iran. Regardez la situation des femmes en Afghanistan. Je n'entends personne dire il faudrait rayer ces États de la carte. On critique des gouvernements. On critique l'islamisme. On critique la manière avec laquelle ces femmes se retrouvent dans des situations épouvantables. Ça ne dit pas pour autant qu'on veuille, encore une fois, rayer ces États de la carte. Donc cette obsession de certains à vouloir de matin, midi et soir parler d'Israël, évidemment qu'elle confine à l'antisémitisme. Israël Forever, ce forum qui est organisé demain à l'initiative d'une association juive, ce forum est-il le bienvenu avec des intervenants et notamment par vidéo Monsieur Smotrich, justement, ministre d'extrême droite israélien qui veut annexer les territoires palestiniens. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas, parallèlement, il y aura aussi une manifestation pro-palestinienne ailleurs dans Paris ? On va faire en sorte, le préfet de police va faire en sorte que les deux manifestations ne se rencontrent pas, mais est-ce que moi, j'ai entendu beaucoup de Français nous dire on en a assez de l'importation de ce conflit du Proche-Orient dans notre pays. Mais qui l'importe ? Qui a importé ce conflit matin, midi et soir pendant la campagne des Européennes, si ce n'est la France insoumise ? Qui a considéré que c'était un slogan de campagne ? Donc, encore une fois, on peut être
extrêmement critiques à l'égard du gouvernement israélien. Et moi aussi, je suis évidemment très critique par rapport à eux, notamment par rapport à l'entrée de l'extrême droite au cœur de ce gouvernement. Mais ça ne veut pas dire que pour autant, je ne suis pas capable d'empathie vis-à-vis des Israéliens qui ont été touchés dans leur chair par les attentats terroristes. Moi, je me suis rendue en Israël, là, pour commémorer les attentats. Et quand vous vous rendez sur le lieu du festival, quand vous voyez ces familles endeuillés par centaines. Quand vous voyez ces visages de gens plus jeunes que moi, qui avaient 20 ans à peine et qui venaient juste à un festival pour danser et qui ont été pris pour cible par des gens qui ne leur ont laissé aucune chance, qui ont juste voulu les exterminer, les tuer, qui ont violé de manière systématique les femmes. Comment c'est possible, quand on est juste empreint d'humanité, qu'on n'ait pas d'empathie? Et il faut distinguer les deux, évidemment, encore une fois, l'empathie à l'égard d'un peuple qui souffre dans sa chair, qui compte encore des otages qu'il espère voir sortir, deux de nos compatriotes qui sont encore retenus en otage, et la critique politique à l'égard du gouvernement israélien. Si on n'est pas capable de faire la différence, alors ça c'est un vrai problème. Certains disent Israël se bat pour l'Europe, vous le pensez ? En tout cas, je crois qu'Israël fait face à l'islamisme, fait face au terrorisme. Personne ne peut dire le contraire. Et nous aussi, on fait face à l'islamisme. Et nous aussi, on a dû faire face au terrorisme. Nous avons commémoré il y a peu de temps l'assassinat de deux de nos enseignants. Et demain, 13 novembre. Et demain, le 13 novembre. Donc vous voyez bien que malheureusement, il doit y avoir un front commun de nos démocraties, des démocraties occidentales en particulier, qui sont confrontées au terrorisme islamiste. Bien, Aurore Berger, le 11 novembre, doit-il rester férié? Je vous dis ça parce que je me souviens, en 2019, vous avez proposé que ce jour ne soit plus férié. On avait fait une proposition collective qui était de dire comment on fait pour travailler plus dans notre pays et pour garantir que le fait de travailler plus puisse financer la protection sociale qui est la nôtre. C'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire qu'on a une protection sociale assez exceptionnelle dans notre pays qui protège des aléas. Et comment on la finance? Comment on la finance à partir du moment où on est de moins en moins d'actifs, de plus en plus de retraités. Entre-temps, on a fait une réforme structurelle qui est la réforme des retraites. On a demandé un effort important à ceux qui travaillent dans notre pays, c'est-à-dire de travailler plus longtemps pour garantir les retraites à la fois de nos retraités actuels et puis des futurs retraités. Donc je ne sais pas s'il faut aller au-delà aujourd'hui parce que je crois qu'on a déjà demandé un effort très conséquent à ceux qui travaillent. Est-ce que le 11 novembre doit rester férié? Pour l'instant, je dirais oui, parce que, encore une fois, cette réforme structurelle... Vous avez changé d'avis, alors? Entre-temps, on a fait la réforme des retraites. Oui, je comprends. On a fait la réforme des retraites, qui est une réforme structurelle extrêmement importante. Ce que je ne veux pas, c'est qu'on détricote la réforme des retraites. Parce que ceux qui disent aux Français, on peut travailler moins et vivre mieux et gagner plus, mentent aux Français de manière évidente, malheureusement. À propos des retraites, Laurent Wauquiez expliquait hier soir sur TF1 qu'il avait obtenu du gouvernement une revalorisation des retraites dès le 1er janvier. Alors attention, 50%, revalorisation 50% de l'inflation. Ça fait à peu près 0,6% de revalorisation dès le 1er janvier. Et il y aura une revalorisation à 100% pour les retraites les plus modestes à partir du 1er juillet. Dites-moi, c'est Laurent Wauquiez, le Premier ministre de la France maintenant? Il faut poser la question à Michel Barnier. Pour moi, il n'y a qu'un Premier ministre et c'est vrai que ça aurait dû être à lui ou au gouvernement de faire cette annonce. N'est-ce pas incongru? Si, je pense que ça ajoute à une forme de confusion quand vous avez le président d'un groupe parlementaire qui fait une annonce à la place du gouvernement. Oui, je trouve que c'est incongru. Mais qui gouverne? Ah bah écoutez, on est normalement une coalition. Et donc, dans une coalition, oui, je le dis de manière très, très ferme aussi ce matin, parce que dans une coalition, ça veut dire que toutes les composantes de cette coalition doivent être écoutées et doivent être respectées. Que ce soit mon groupe, Ensemble pour la République, que ce soit le Modem, que ce soit Horizon, et que ce soit les Républicains. Nous, on dit au gouvernement une chose depuis le début, c'est qu'on ne veut pas augmenter le coût du travail dans notre pays. Et quand je vois les risques de plans sociaux, les risques sur l'emploi industriel, alors que depuis 7 ans, on a recréé de l'emploi industriel, on a réindustrialisé le pays, je pense que ce serait une folie d'augmenter le coût du travail. Mais c'est une folie, non? De revaloriser déjà les retraites dès le 1er janvier, alors que le gouvernement essaie péniblement de boucler un budget et cherche des économies partout. Ce que je sais, c'est que ça coûte... Est-ce une erreur? En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça va coûter près d'1 milliard d'euros.
C'est 1 une milliard erreur ou d'euros. pas, Aurore Ça Berger? Vous dépend étiez quels sont- contre. Oui, parce que je crois que c'est légitime, encore une fois, à partir du moment où on a demandé un effort important à ceux qui travaillent, Oui. de dire qu'il fallait aussi que chacun puisse contribuer tout en protégeant les plus fragiles. Puisque vous savez qu'on a le minimum vieillesse, l'ASPA, Oui, bien sûr. qui là, comme les minima sociaux, sera revalorisé au 1er janvier, et que grâce à la réforme des retraites, on a permis d'augmenter les petites pensions de retraite, et là c'est pas rien, c'est en moyenne 700 € par an pour ceux qui ont une petite retraite. 700 € par an, ça fait la différence. Donc moi je considérais que les retraités les plus fragiles, ceux qui ont besoin de la solidarité nationale, étaient déjà protégés, et que décaler de 6 mois uniquement Oui. une revalorisation me paraissait... C'est une erreur. donc. En tout cas, ça me paraissait raisonnable comme proposition. Ce qui me paraît déraisonnable comme proposition, ce serait de supprimer les allègements de charges. Parce que là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les TPE, les PME, les entreprises qui créent de l'emploi dans notre pays seraient directement impactées. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quelles qu'en seraient les conséquences? Vous allez moins recruter. Vous allez peut-être hésiter avant de revenir installer ou relocaliser votre emploi, vos entreprises en France. Donc, moi, je pense qu'il faut que le gouvernement nous entende sur ce point. On a des discussions évidemment quotidiennes avec le Vous gouvernement. n'avez pas le poids de Laurent Wauquiez, dites-moi. On a non, plus de Aurore poids. Berger. Ah On a bon plus de Vous poids avez que plus Laurent de poids, mais Wauquiez. enfin, lui décide. hein. Écoutez, je ne sais pas s'il Et il décide. obtient, Je dans tous sais les qu'on cas. a Il plus de obtient. poids que Laurent Wauquiez, et qu'on Oui. dit très clairement au gouvernement qu'on entend se faire respecter sur cette demande qui est la nôtre, de ne pas supprimer les allègements de charges sur l'emploi, et notamment jusqu'à l'emploi industriel. C'est aussi comme ça qu'on conditionne notre soutien dans le cadre de l'examen. C'est Oui, une condition. mais C'est-à-dire chacun si vous pose- si vous n'obtenez pas cela, vous ne soutenez pas le gouvernement. Mais attendez, c'est une discussion Vous ne parlementaire. voterez pas le budget. C'est une discussion parlementaire. Donc on pose des exigences, on Bon. pose des conditions. Cette exigence, Et si le gouvernement ne entend ne pas toucher aux allègements de charges, c'est une exigence. Oui. Bien. Je vous le dis très Est-ce volontairement. que si vous n'obtenez pas ce que vous voulez, vous voterez contre ce budget? Mais c'est pas un caprice de ma part ou de Mais je celle dis des pas que c'est un députés du groupe. caprice. Je C'est vous pose qu'encore une simplement la fois, question. ça aura un impact sur l'emploi des Français. Oui, mais Et ça aura un vous me impact sur l'avez leur dit. fiche de paye. Mais Donc est-ce oui, que ça veut dire que vous ça ne veut voterez dire, pas? ça peut aller jusque-là. Ça peut aller jusqu'à ne pas voter le budget si, à la fin, le coût du travail venait à être augmenté dans notre pays. Donc je crois qu'il faut qu'on continue à avoir un dialogue C'est clair. exigeant. Nous ne voterons pas et le budget franc. si vous ne nous écoutez pas. C'est ce que vous dites. Mais c'est à ce que Michel je Barnier. dis, c'est ce que je dis au gouvernement, et c'est Eh oui. ce dont nous discuterons ce matin avec les membres du gouvernement qui seront à notre réunion de groupe parlementaire. Bien, la partie recette d'ailleurs va être soumise au vote des députés. Bon, elle sera rejetée évidemment, ça va aller au Sénat. Évidemment. Enfin, Ça, évidemment, on verra oui. le Enfin, résultat du Aurore vote. Berger. Moi, je serais très curieuse de savoir quand même, par exemple, le vote des députés du Rassemblement national. Oui. Parce que ce qu'il faut regarder, c'est aussi leur vote tout au long de l'examen. Oui. Ils disent matin, midi et soir aux Français, on veut pas d'augmentation de taxes, on veut pas d'augmentation d'impôts, mais enfin, à la fin, ils les votent main dans la main avec la France insoumise. Ils l'ont fait de manière très récurrente tout au long de l'examen du budget. Donc on verra cet après-midi, à 17h, qui vote contre l'augmentation des impôts et qui vote pour. Il faut aller vite maintenant. 49.3, c'est indispensable. J'ai vu que il vous faut savez, que le gouvernement utilise le 49.3. vous savez, c'est un peu particulier de dire Oui. il faut que le gouvernement utilise le 49.3 quand on Non, est mais- parlementaire. Mais aujourd'hui, on est dans une situation où il y a une coalition qui Oui. soutient le gouvernement, mais qui n'est pas Brinque-ballante un majoritaire. peu, la coalition. En tout cas, elle n'est pas structurellement Oui. majoritaire. C'est-à-dire Oui. quand vous avez face à vous et le Nouveau Front Populaire et le RN qui votent contre vous, vous êtes Oui. minoritaire. Oui. Donc ça veut dire que vous vous retrouvez régulièrement avec des alliances contre nature sur des augmentations de taxes, des augmentations d'impôts. Et c'est vrai qu'il faut du courage, comme on a eu Elisabeth Borne, pour monter à la tribune de l'Assemblée et pour dire oui, j'engage la confiance du gouvernement, parce que ça n'est pas confortable, ça n'est pas agréable, c'est même difficile, c'est même brutal en fait, et ça a été parfois vécu comme ça par les Français. Mais à la fin, on a besoin d'un budget pour fonctionner, et on n'a pas besoin d'avoir la démonstration du populisme ou de la démagogie matin, midi et soir, et de la gauche et de l'extrême Donc droite pour sur être ces efficace, sujets-là. il faut absolument que le En tout cas, 49.3 soit utilisé. Quoi. Il faut voter contre cet après-midi, et j'invite tous les Français à regarder précisément qui votera pour et qui votera contre. Parce que ceux qui votent pour sont ceux qui veulent des impôts supplémentaires et des taxes supplémentaires, et donc une baisse du pouvoir Je d'achat des rappelle Français. que le vote portera sur le budget réécrit par les députés de l'Assemblée nationale. Largement réécrit. Largement réécrit. Aurore Berger, la colère sociale est en train de monter. Vous la sentez venir, cette colère sociale. On la voit. Bon, je ne parle même pas de la SNCF qui prévoit une grève à partir du 11 décembre illimitée. C'est la traditionnelle grève de Noël.
Qu'en dites-vous ? C'est pas à moi de statuer sur le sujet. Moi, je persiste à penser qu'encore une fois, la grève devrait être systématiquement l'ultime recours et pas le premier des recours. Ouais. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est malheureusement trop typiquement français de considérer que ça doit être le premier recours. Est-ce qu'il faut déterminer des jours précis pendant lesquels il ne serait pas possible de faire grève ? Non, je crois pas à ça, parce que je pense que ce serait vu comme une provocation par beaucoup de salariés dans notre pays, que ce serait sans doute pas très efficace. Ce que je veux, c'est garantir le service minimum auquel les Français ont droit et qui est dans la loi, sans doute l'étendre, par exemple au secteur aérien, parce qu'on a aussi des Français qui n'ont pas d'autre choix. Je pense aux Français qui ont de la famille en Outre-mer, que de prendre à un moment ce moyen de transport pour pouvoir se retrouver, notamment au moment des fêtes. Donc je pense qu'il y a sans doute fait d'élargir le service minimum pour garantir encore une fois que les Français puissent travailler ou dans certains moments précis, puissent aussi se retrouver en famille, ce qui est aussi quelque chose de très important dans nos vies. Surtaxe sur le transport aérien, grève jeudi des pilotes de ligne. Il la faut, cette surtaxe, elle est indispensable ? En tout cas, il va falloir trouver des économies, ça c'est une certitude. Et donc, les économies, ça fait toujours un peu mal quand on doit les trouver, quand on doit les rechercher. Et ça fait rarement consensus, y compris à l'Assemblée nationale, quand on propose des pistes d'économie. Après, oui, je pense qu'il faut tenir. On ne peut pas céder sur toutes les pistes d'économie qui sont envisagées. Aurore Berger, la France doit-elle s'opposer par tous les moyens à l'accord de libre-échange Union européenne-Mercosur ? On l'a dit très clairement, et le président de la République d'ailleurs a été le premier à dire son opposition à ce traité. La France va tenir bon ? Mais il faut que la France tienne bon. Mais encore une fois, la question, elle n'est pas être pour ou contre en principe des accords de libre-échange. Il faut regarder. C'est pas une question de principe, c'est une question de réalité. Alors, il y en a qui posent des questions de principe, notamment à gauche, en disant tout accord de libre-échange, on s'y oppose. Non, il y a des accords de libre-échange qui sont bons, d'abord pour nos entreprises, pour nos industries. L'accord du Mercosur, il serait très défavorable, notamment pour le monde agricole. Et donc, c'est pour moi une raison suffisante, encore une fois, pour s'y opposer, parce qu'on a un monde agricole qui est fragile aujourd'hui, alors qu'on a un enjeu majeur de souveraineté alimentaire. On a l'agriculture qui est la plus durable et la plus saine au monde. C'est une fierté immense. Donc cette économie-là, parce que l'agriculture c'est aussi un secteur économique majeur, évidemment doit pouvoir se protéger, d'autant plus qu'on a, vous le savez, des inquiétudes fortes après la réélection de Donald Trump sur la question de nos exportations. Est-ce qu'il y aura des droits de douane supplémentaires ? Est-ce que ça va coûter plus cher d'exporter, notamment nos spiritueux par exemple ? La Chine a augmenté un certain nombre de ses droits de douane, donc il y a ces inquiétudes qui existent à travers le monde. Donc il ne faut pas ajouter des accords qui, encore une fois, viendraient pénaliser nos industries, nos entreprises, notre secteur agricole. L'Allemagne et l'Espagne font pression. La France résistera, si je comprends bien. Nous verrons bien ce que va décider le gouvernement. Je vais terminer avec cette proposition de loi du sénateur communiste Yann Brossat, qui voudrait permettre aux villes d'interdire la circulation des véhicules de plus d'1,8 tonne, et notamment les gros SUV. Vous en pensez quoi de ça ? Écoutez, je pense que déjà, c'est pas aux villes d'avoir cette prérogative. Vous imaginez demain avoir une espèce de France gruyère où certaines villes décideraient de qui peut passer, qui ne peut pas passer. Je vois pas bien comment ça peut fonctionner. Ce qu'il faut, c'est surtout qu'on accélère sur la décarbonation du secteur automobile. C'est ça notre enjeu. C'est comment faire en sorte qu'à un moment, la règle, ce soit non pas la taille ou le poids de nos véhicules, mais l'énergie qui permet que nos véhicules avancent. Tout simplement, et faire en sorte que ces véhicules soient accessibles au plus grand nombre. On ne doit pas revenir sur 2035, la fin des voitures thermiques. Je pense que si vous mettez jamais une date butoir, il n'y a jamais rien qui se passe. Par contre, il faut garantir que nos constructeurs y travaillent d'arrache-pied, garantir l'innovation. Donc ça passe aussi par le fait de ne pas alourdir le coût du travail, notamment, pas alourdir le coût dans notre industrie. Et c'est là qu'on peut créer des emplois. Il ne faut pas mentir aux Français. Il y a des emplois qui vont se transformer, il y a des emplois qui vont disparaître, mais il y a d'autres emplois industriels qui vont être créés. Les inquiétudes sont grandes. Oui, mais Stellantis, dans le même temps, a annoncé par exemple à Sochaux 450 créations d'emplois sur justement le véhicule de demain. Donc c'est comme ça que vous arrivez à recréer de l'emploi. C'est pas en étant sur des métiers qui malheureusement sont en train progressivement de s'étioler, c'est en allant vers des emplois peut-être mieux qualifiés ou en tout cas nouveaux, notamment sur toute l'industrie verte, l'industrie décarbonée. Merci Aurore Berger, 8h56, merci d'être venu nous voir, 8h56. Vous êtes sur Sud Radio évidemment et Patrick Roger sera là après les informations de 9h.